Merci beaucoup, Tish. Bienvenue à cette session tuberculose, TB. Je vais présider cette session qui a été organisée avec le groupe TB et d'autres collègues. On a mis en place un programme qui est très ambitieux, assez passionnant, je pense, mais on va essayer de respecter les horaires. Et pour cela, on va garder les questions sur le contenu pour la discussion live à la fin, mais évidemment, on aura le temps de poser quelques petites questions de clarification à la fin. Le programme va mettre l'accent sur le diagnostic chez l'enfant, comment vaincre les obstacles. Nous évoquerons également le traitement préventif chez l'enfant et puis des retours du terrain, des témoignages avec des présentations en direct et également des discussions. Donc, nous allons démarrer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Simplement pour exposer la scène, la tuberculose est une maladie négligée, mais encore plus chez l'enfant. Plus d'1,4 million de personnes meurent de la tuberculose chaque année. C'est l'infection qui est la plus meurtrière. Or, évidemment, pandémie de Covid, MSF a démarré le traitement chez 16 800 patients l'an dernier. Pour revenir aux enfants, les moins de 15 ans, ils sont plus exposés au risque de cette pathologie et de complications dues à la maladie. C'est plus difficile de les diagnostiquer. Donc, il faut s'appuyer sur le tableau clinique. Évidemment, il y a des analyses de laboratoire biologiques qui peuvent nous aider. On y reviendra. Mais vraiment, la présentation clinique, c'est très important, le tableau clinique. 7,5 millions d'enfants sont affectés chaque année. 1 million va présenter une forme active de la maladie et 233 000 vont en mourir chaque année. Mais ce qui est surtout frappant avec ces nombres, c'est que moins de 30% sont traités avec un traitement préventif et plus de 50% ne sont pas diagnostiqués, ne sont pas signalés. Enfin, il faut aussi faire attention aux moins de 5 ans, parce qu'eux aussi, ils sont davantage exposés à ce risque de contracter la tuberculose. Donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Et nous avons aussi un petit film sur notre façon de prendre en charge la TB chez l'enfant. Et il va nous être présenté par notre Flying TB, Stella Kwaknekpon, et c'est tourné à Cabo, dans le nord de la RCA. Bonjour, je suis Stella, la Flying nationale VIH-TB. Donc, je suis là présentement pour parler un peu de la prise en charge des enfants atteints de la tuberculose au niveau de la pédiatrie. Comme vous voyez, nous sommes devant notre pédiatrie, là où se fait la prise en charge des enfants. Donc, nos principales difficultés sont l'arrivée en retard des mamans. Parce que quand les enfants sont malades, les mamans commencent d'abord à faire la prise en charge à la maison, à aller chez les praticiens avant d'arriver à l'hôpital. Et souvent, ils arrivent vraiment tardivement, où on n'arrive pas à récupérer les enfants. Parfois, on arrive aussi à récupérer les enfants. Et la deuxième difficulté se pose au niveau des retards dans la pose des diagnostics. Parce que quand les mamans amènent les enfants parfois ils arrivent dans les tableaux de malnutrition sévère. Et nous, en tant que personnel soignant, on se focalise beaucoup plus sur la malnutrition et on laisse à côté le volet côté TB. On n'explore pas bien. C'est après 10 jours de traitement, quand l'enfant continue de faire la fièvre, qu'on va penser maintenant à mettre l'enfant ou à faire les scores de ceci, cela pour mettre l'enfant sous traitement. Et notre troisième difficulté aussi, ça concerne les ruptures des molécules. Car c'est le programme national de lutte contre la tuberculose qui nous donne les médicaments. Mais souvent, quand on lance notre commande,
on ne nous livre pas la quantité commandée parce qu'on fait la commande selon notre consommation. Mais on ne reçoit pas la totalité de notre commande, ce qui fait qu'on est toujours en perpétuelle rupture et ça nous pose vraiment problème dans la prise en charge des enfants. Je pense que c'est la plus grande difficulté que nous, on a au niveau de notre pédiatrie sur notre projet ici. Donc peut-être je vais laisser le temps à mon collègue Papa Thomas pour parler des difficultés sociales sur le cas des perdus de vue aussi. Bon, je m'appelle Ningatale Koumatoma, je suis responsable du traitement TB au niveau de l'hôpital secondaire de Kabo. Concernant la prise en charge des patients TB ici, à la pédiatrie, les enfants sont venus tard, mais compte tenu de la vie, et que ici nous sommes à la frontière et que Kabo est vraiment envahi par les rebelles et que les rebelles ne laissent pas le temps aux patients de venir amener leurs enfants et les traiter très tôt. Et ils tournent à côté jusqu'à dès qu'ils arrivent avec les enfants au niveau de la pédiatrie. Et en allant avec les aides des médecins, les médecins vont jusqu'à la fin avant de voir les fiches de coton pour savoir que l'enfant est déjà au terme. Et c'est là où nous perdons beaucoup des enfants. Mais compte tenu de perte de vue, les enfants finalement, quand on met les enfants au titre ambulatoire, quand les enfants rentrent à la maison, au lieu de revenir tôt, il y a des cas de raquettage sur la route, sur les axes de tous côtés. Et c'est de là où nous recevons beaucoup les périodes de vie et les patients n'ont pas le courage de venir prendre. Dès que le patient arrive ici et à son retour, on demande toujours le moyen dans leurs mains. Et on n'a pas toujours de moyens. Les centres sont dévastés, tout ça, et dès qu'ils arrivent ici, les patients ont toujours des problèmes à rentrer dans les semestres. Et je demande toujours, c'est le problème de rupture des médicaments, je sais toujours moi en tant que responsable et traitant de patients, et l'effort de nous envoyer, de nous porter main pour que nous sauvons les petits enfants qui sont souffrants, puisque la tuberculose touche beaucoup les enfants, parce que les enfants, on ne reconnaît pas la diagnostic très urgent, parce qu'avec beaucoup de temps et plein de temps, de fois, on perd les enfants. C'est pourquoi je me lamente auprès de GNG et tout, surtout l'MSF, de nous porter main. Je vous remercie. Quand mon enfant était malade, je l'ai emmené voir un tradipraticien qui l'ont traité, ces tradipraticiens, mais sans succès. Et puis finalement, je l'ai emmené à l'hôpital. Il a été hospitalisé, il a eu une transfusion et puis des traitements qui l'ont guéri. Parce qu'avant, il ne mangeait plus du tout, il avait perdu du poids. Mais après qu'on soit sorti de l'hôpital, là, il mangeait mieux, il se sentait mieux et puis il mangeait tout seul, il n'était plus malade. Parce que quand on a des retards dans les rendez-vous, c'est parce que les Mambara, et ils nous menacent beaucoup sur la route. Et bon, pour manger, les champs sont détruits. Et donc, c'est difficile de trouver quelque chose à manger. On a besoin de paix dans notre village. Et c'est difficile, mais mon enfant va bien. Il mange bien depuis le traitement et c'est cela que je voulais expliquer. Merci. Alors, quel conseil aux femmes qui préfèrent emmener les enfants chez les tradipraticiens quand ils sont malades? C'est l'hôpital qui est le mieux. Si on emmène l'enfant à l'hôpital, il va se remettre plus rapidement. Avec les tradipraticiens, des fois, vous attendez un mois et rien ne se passe. L'hôpital, c'est mieux. Merci d'avoir partagé les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous, patients et équipes sur le terrain.
En fait, il s'agit surtout de savoir comment diagnostiquer la tuberculose. Je crois que c'est James Seddon qui va commencer. Il va nous faire un exposé sur les approches basées sur le bon sens pour diagnostiquer la tuberculose. Il est professeur associé à l'université et il est également associé au Kew College de Londres. Maintenant, on peut afficher sa présentation. Merci beaucoup, Alexandra. Je suis extrêmement heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Comme on vous l'a dit, je vais essayer d'avoir une approche sensée sur le diagnostic de la tuberculose pédiatrique. Comme on vous l'a déjà dit, plus d'1 million d'enfants présentent une tuberculose, dont un tiers vont décéder chaque année. Comme l'a démontré dans cette étude, où l'on montre où les pays où les enfants meurent de la tuberculose, les zones où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de tuberculose, beaucoup de pauvreté. Et le rapport de l'OMS l'année dernière a mis à jour ces données pour refléter ce qu'était le fardeau de cette maladie. Ce qui m'a le plus frappé dans cet exercice, c'est l'âge des enfants. Sur cette mosaïque, vous avez à gauche les enfants qui sont négatifs et à droite, les enfants qui sont positifs au VIH. Et la partie supérieure, c'est les enfants de moins de 5 ans. Ce qui me frappe le plus, c'est que nous avons ce cercle bleu, vert et rose. Ce sont des tuberculoses non traitées. 96% des enfants qui décèdent parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués correctement. Donc, on a un gros problème de diagnostic. Et en fait, il y a quelques messages à partager, à retenir de ce topo. Tout d'abord, c'est que la première étape du diagnostic de la tuberculose, c'est d'avoir la tuberculose en tête. Une fois qu'on a ça en tête, le diagnostic n'est pas trop difficile. Et ensuite, on peut poser relativement facilement et avec confiance le diagnostic, même si le faire n'est pas toujours évident sur le plan technique. Vous avez ici l'épidémiologie de la tuberculose pédiatrique. En bleu, vous avez le taux d'incidence. Donc, le taux d'incidence est beaucoup plus élevé chez les moins de 5 ans. Et puis, il y a l'âge d'or quand ils rentrent à l'école primaire de 5 à 12 ans. Et ensuite, cela remonte chez les adolescents. Et ce que l'on constate, c'est que la tuberculose varie au fil des années. En bleu, vous avez soit une maladie limitée avec des ganglions lymphatiques qui sont touchés ou ils ont une maladie diffuse, très disséminée. Ce sont les barres en rouge avec celle qui est encadrée en haut à droite ou les tuberculoses à méningite. Et puis, vous avez un développement des formes de tuberculose adulte. C'est le cadre que vous voyez en bas à droite avec des cavités et des gros dégâts. En fait, si l'on pense au diagnostic de ces enfants, il faut toujours envisager ce que pourrait être cette évolution. Maintenant, qu'en est-il du VIH? Cette étude a été publiée il y a quasiment 30 ans sur la situation des enfants sans traitement. Le VIH augmente le risque de tuberculose et change les modes de tuberculose et les symptômes sont moins spécifiques. La radio n'est pas toujours très utile et les tests diagnostiquent encore moins et les résultats sont moins satisfaisants. Donc, il y a qu'une grande complexité dans le diagnostic de cette maladie. Ce graphique est assez compliqué, mais vous pouvez avoir 3 mécanismes lorsque les enfants arrivent. On a les enfants repérés par un contact ou un test anormal où ils ont déjà des symptômes. Mais dans ces 3 cas,
la première chose à faire, c'est évaluer la maladie, tuberculose. Et c'est l'axe principal de mon topo. Ce faisant, il faut commencer à traiter. Mais ce qui est important dans ce graphique, c'est que s'ils n'ont pas la tuberculose, c'est pas la fin de l'histoire. Parce que s'il y a eu, s'ils étaient un cas contact, il faut se demander s'ils ont besoin d'un traitement préventif. Et si c'est parce que les résultats du test étaient anormaux, il faut essayer d'identifier la raison et la cause de ce résultat anormal. C'est peut-être qu'ils ont eu un test IGRA ou tuberculine qui était positif. Et s'ils se présentent à vous avec tous les symptômes que vous connaissez, ce n'est pas terminé non plus. Il faut bien connaître les autres causes des symptômes pour envisager un traitement. La première chose que l'on essaye de faire lorsqu'on veut diagnostiquer cette maladie, c'est décider si l'enfant pourrait avoir la tuberculose, parce que c'est très, très difficile. La première chose à faire, c'est avoir une approche sensée. Donc, on va essayer de réduire le nombre d'enfants que l'on peut étudier, identifier ceux qui tous et on a des bonnes définitions de la suspicion de tuberculose, les cas présomptifs. Donc, une fièvre, un problème de croissance, un problème de poids. Et si vous adoptez cette approche que vous voyez, ici c'est la ligne A, vous allez toucher une grande majorité des enfants, la courbe rouge, et aussi des enfants qui n'ont pas la tuberculose. Et la deuxième barre en B, c'est faire la distinction entre ce groupe qui est à droite de l'arche vert par opposition à l'arche rouge. Et que nous dit l'OMS? Il faut connaître les antécédents, avoir un examen clinique. Si vous pouvez faire un test tuberculine, faites-le. Faites une confirmation au labo si nécessaire. Et puis, les tests spécifiques à la tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire et VIH. Mais ce n'est pas suffisant pour savoir quels sont les outils les plus importants et les plus utiles pour poser le diagnostic. Et je pense que le diagnostic de la tuberculose a traditionnellement été considéré comme un puzzle, ce qui est vrai, mais par le passé, avec une sorte d'alchimie, on dira, avec des médecins qui avaient beaucoup d'expérience, qui allaient essayer de décider si oui ou non il s'agissait de la tuberculose en bougeant les pièces. Mais là, on a des outils un peu plus précis. Traditionnellement, les antécédents, l'examen clinique, la radio, les tests immunologiques, les tests microbiologiques et puis la détection d'une résistance aux antibiotiques potentiels. Le problème ici, l'animation est partie ici, mais ce que j'espérais vous montrer avec cette dia, c'est qu'à gauche, vous avez un enfant qui a très peu de bacilles et pour avoir un test à la tuberculine. Et au fil des années, vous avez une augmentation de ces bacilles et les symptômes vont évoluer. Et puis, petit à petit, vous allez avoir des cavités encore plus importantes et on va renvoyer l'enfant à l'hôpital. Et il va arriver peut-être un peu trop tard à l'hôpital et ils vont être envoyés chez eux. Et c'est enfin lorsqu'ils viennent à l'hôpital pour la troisième fois que l'on va confirmer le cas, que l'on va faire des examens et que les premiers tests vont parfois être négatifs. C'est vrai qu'on peut attendre que l'enfant soit suffisamment malade, mais ça veut dire qu'on n'a pas tenu compte de la radio qui est à gauche. Donc, il faut diagnostiquer les enfants plus tôt dans cette évolution, au moment où il n'y a pas de confirmation, parce que en fait, ça veut dire qu'on peut les détecter à un stade précoce avec moins de dégâts pulmonaires résiduels. Et il y a une étude très intéressante qui a été faite par Maré et d'autres il y a une vingtaine d'années où l'on a décrit les caractéristiques de la toux, qui est certainement le signe le plus important de cette tuberculose. Avec en gauche, vous avez cette ligne qui descend tout doucement et à droite, vous voyez une toux aiguë et généralement virale. Ensuite, vous avez la toux récurrente qui fait des hauts et des bas, puis qui disparaît, puis qui revient.
Et ce type de toux, ce sont des infections générales virales ou des maladies de type asthme. Et la toux qui est préoccupante, c'est celle qui est persistante et augmente de manière chronique au fil des semaines. Et ce type de toux sont assez observés dans les zones où il y a une prévalence de tuberculose importante. Donc, il faut vraiment bien identifier le type de toux. Et j'ai demandé aux patients, en leur présentant ce schéma, de s'identifier par rapport au type de toux qu'ils vivaient. Et puis, Marais a également mené une autre étude, dont la seule que je connaisse, qui a essayé de contribuer, d'étudier la contribution des différents symptômes à la maladie. Et je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais en fait, vous pouvez avoir de grandes cohortes d'enfants avec une présomption de tuberculose dont certains l'auront et beaucoup ne l'auront pas, et identifier les caractéristiques qui permettent de discriminer les deux groupes. Et qu'est-ce que c'est la sensibilité de 3 semaines de toux contre 4 semaines, la douleur thoracique. Et on peut apporter alors des données à cette évaluation clinique. Autre étude d'Olivier Marcet et son équipe qui a fait la même chose avec une grande cohorte d'enfants séropositifs au VIH et ont identifié les enfants qui avaient la tuberculose et ceux qui n'avaient pas, avec un travail mathématique très complexe pour identifier les caractéristiques et ce qui permet de discriminer la tuberculose. Il y avait plus de points. S'il y avait moins de facteurs discriminants, il y avait moins de points. Et là, on peut faciliter le diagnostic pédiatrique. Et puis, nous avons fait quelque chose de similaire récemment pour les enfants négatifs au VIH. À partir de données de grandes cohortes d'enfants avec ou sans tuberculose, on peut récupérer donc des données qui vont permettre de prendre des décisions pour démarrer les traitements. Et l'OMS, je tiens à le dire, qu'ils sont en train de réviser leurs recommandations cette année et ce type d'approche figurera dans la nouvelle version des recommandations de l'OMS. Alors, la radio, malheureusement, l'animation ne marche pas ici, mais je voulais vous montrer que les deux cercles qui se superposent à gauche, vous avez un enfant qui n'a pas la tuberculose et à droite, un enfant tuberculeux. Et vous avez les caractéristiques à gauche de quelque chose qui n'est pas de la tuberculose et les caractéristiques dans le cercle de droite qui sont typiques de la tuberculose. Et intuitivement, en tant que médecin, on va dire, si l'on voit ces cavités, on se dit que ça peut être la tuberculose. Mais il y a beaucoup d'éléments au centre des deux cercles qui pourraient suggérer que c'est la tuberculose ou un autre type d'infection. Et une fois encore, il nous faut des données pour parvenir à ce niveau d'expertise. Et il y a un autre groupe, le groupe Inter, qui a essayé de récupérer des données sur ces caractéristiques. Et il y a des éléments tout à fait précis, mais s'ils ne sont pas très sensibles, ce sont des signes qui peuvent vous aider. D'autres sont plus sensibles, mais ne sont pas spécifiques. Et parfois, cela ne va pas forcément vous aider dans votre travail de diagnostic. Même chose actuellement au CAP aujourd'hui. Et une fois encore, il s'agit de mettre des chiffres sur ce que l'on a observé ces dernières années. Et voici un atlas de la tuberculose intrathoracique qui a été utilisé comme une bible pour interpréter les radios. Et cet ouvrage va être révisé cette année. Et une fois encore, on essaye d'ajouter des données à cet ouvrage pour parvenir à une plus grande précision et spécificité des caractéristiques de cette maladie. Et je dirais que ça suffit pour la grande majorité des enfants. La radiologie, ça peut être suffisant pour prendre une décision.
Donc, le reste de mon topo, c'est si vous avez des ressources complémentaires, d'autres moyens. Si vous pouvez faire des tests supplémentaires. Si vous avez un enfant avec des symptômes, le premier test que vous allez essayer de faire, c'est d'identifier la réponse de l'hôte à cet organisme. Donc, pour ce faire, vous avez les TST, l'IGRA, donc la tuberculine et les IGRA qui ne sont en général pas disponibles. Il faut faire 2 allers-retours à la clinique, il faut conserver au frigo, ça peut être cher. Et donc, je ne vais pas forcément le recommander. Et ce n'est pas un test parfait non plus. Il peut y avoir des faux positifs, ils sont négatifs. Vous ne pouvez pas exclure la maladie pour autant. Donc, c'est un élément supplémentaire, mais ça n'apportera pas de réponse définitive. Et puis, il y a beaucoup de travaux sur les biomarqueurs qui sont actuellement en cours. Je ne vais pas m'y attarder, mais il y a tuberculonix, protéomics en bas à gauche et la transcriptémie. Vous avez aussi le LAM qui permet d'identifier d'autres organismes. Mais brièvement, je vais vous parler de ce LAM parce que c'est une étude importante ici qui a été publiée plutôt en 2020 qui étudie le LAM et le Fuji LAM. Et ces enfants ont été évalués. Ce ne sont pas des outils 100% spécifiques et 100% sensibles, mais on a une spécificité de 84%, donc ce qui n'est pas trop mal compte tenu de ce que l'on souhaite faire. Mais ça pourrait être une partie importante du puzzle, en tout cas une pièce utile supplémentaire dans le puzzle. Gene expression studies, and this was a landmark paper in the left by a group at Imperial who found a signature based on genes that were up or down regulated that could discriminate children. Alors ça, c'était, je pense, juste une idée de recherche. Et en fait, les gens sont en train de développer des techniques sur les lieux où on soigne les enfants. Et je pense que l'on pourra avoir aussi une machine qui pourra mesurer un petit nombre de transcriptions. On n'a rien pour les enfants parce que les enfants ont encore une signature différente de celle des adultes, mais je pense que cela pourrait être utilisé à l'avenir. Alors, qu'en est-il maintenant? Diagnostic. Alors, il y a des échantillons. Est-ce qu'on doit prendre un aspiragastrique ou autre chose? En fait, ce qui compte, c'est d'avoir un échantillon de bonne qualité, même 2 d'ailleurs. En fait, certainement quelque chose qui vient des poumons, donc du crachat ou quelque chose qui a été expectoré. En fait, ce qu'il faut, l'essentiel, c'est d'avoir des échantillons de bonne qualité, peu importe d'où ils viennent finalement. Alors, je voulais vous parler un petit peu de les selles, parce que c'est ce qui intéresse aussi pas mal de gens. Alors, ce n'est pas parfait, on n'a pas 100% de spécificité ou de sensibilité par rapport à un échantillon qui viendrait des poumons, mais c'est quand même pas mal et c'est facile à récupérer. Donc, si vous avez la possibilité de récupérer des selles et de les analyser avec GeneXpert, par exemple, et si c'est positif, eh bien là, ce sera un test utile aussi supplémentaire. Alors, il y a un lien entre l'âge et la sévérité. Donc, plus les enfants avancent en âge, plus la maladie s'aggrave, plus vous avez de chances d'avoir une confirmation. Donc, les enfants qui sont plus jeunes, eh bien, on a moins de chances d'avoir de confirmation de la maladie. Alors, qu'en est-il de l'identification maintenant? Eh bien, on peut faire de la microscopie, ce qui reste utilisé, mais je pense qu'on risque de rater quand même un grand nombre d'enfants. On peut aussi faire d'autres types de microscopie au fluorescente, mais la culture, ça reste quand même l'étalon, la technologie préférée. On peut également chercher différents éléments de l'organisme qui se multiplient, des éléments génétiques. Alors, ce qui va vraiment changer la chose et ce qui le change depuis 10 ans, c'est la machine GeneXpert. On a des échantillons, on les met dans une cartouche
Et 2 jours plus tard, pardon, on sait si on a la tuberculose, si on est résistant à la rifampicine ou pas. L'idée, c'est d'essayer d'avoir ce genre de résultats rapidement. Alors, Ultra, lorsqu'on regarde chez les enfants, alors ce n'est pas tout à fait aussi bien que la norme avec culture, mais le fait d'avoir le résultat en 2 heures, c'est quand même pas mal. On a un résultat rapide également pour ce qui est de la résistance aux médicaments, et également un autre système qui va sortir et qui va se pencher également sur la résistance à l'isoniazide, entre autres. Donc ça sera aussi une bonne avancée. Alors, est-ce qu'on a un échantillon clinique direct? Alors, chez les enfants pour lesquels on a un résultat positif à la culture, on a également la possibilité d'avoir un test génétique. Alors, à gauche, on se penche sur certaines mutations et à droite, vous avez un autre test également. Et là, c'est intéressant parce qu'on a le résultat rapidement et ça peut vous donner plus de détails que l'expert. Mais je pense que ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous avez 10 enfants qui ont la tuberculose, 1 sur 10 sera positif au frottis, certains seront peut-être positifs à l'expert, mais vraiment l'étalon, c'est la culture. Et là, on verra qu'on aura plus d'enfants qui auront un résultat positif. Donc, si vous avez un certain nombre d'enfants, il faut envisager une microbiologie négative, mais tout de même commencer à les traiter sur la base de symptômes cliniques. Alors, qu'en est-il maintenant des essais d'antibiotiques? Alors ça, on le fait surtout chez les adultes. Alors, j'ai très peu de données sur les enfants, mais cet article semble suggérer que la sensibilité et la spécificité de 67 et 73% était assez faible. Moi, je pense en réalité que c'est plutôt utile parce que c'est un test qui peut quand même avoir de la valeur et contribuer davantage. Donc, que ce soit l'antibiotique ou le temps, je pense qu'on peut attendre 1 semaine ou 2 si on n'est pas certain de savoir si c'est une infection virale ou pas. Les choses n'ont pas force. Les choses peuvent évoluer en 1 semaine ou 2. Donc, effectivement, on peut tout de même retirer l'infection bactérienne de l'équation. Alors, voilà mon petit guide simple pour diagnostiquer la tuberculose chez les enfants. Dans le Union Test Guide, qui reprend les recommandations de l'OMS, je pense qu'ils ont une présentation assez claire et l'OMS va aussi utiliser à l'avenir une approche basée sur les données pour aider à la prise de décision. Mais pour moi, la première étape, c'est de décider si l'enfant a peut-être la tuberculose ou pas. Donc, on regarde les antécédents cliniques, on fait un examen clinique, on essaie d'utiliser les données, la spécificité, la sensibilité pour essayer de vraiment décider. Et on peut, dans certains cas, vraiment être certain qu'il n'y a pas de tuberculose. Dans d'autres cas, on peut en être quasiment certain et démarrer le traitement. Et si vraiment on veut être sûr, on peut prendre des échantillons microbiologiques. Et cela pourra également confirmer le diagnostic et vous dire s'il y a des résistances médicamenteuses ou pas. Alors, si vous n'êtes pas totalement sûr, vous voulez être rassuré, vous hésitez un petit peu à lancer le traitement, eh bien, faites une radio. Et là, ce graphique vous montre ce qui peut vous amener à prendre une décision ou une autre. Et même si la radio n'est pas totalement convaincante ou ne vaut quand même pas de trancher, eh bien, vous pouvez, dans ce cas, décider de revoir l'enfant peut-être dans quelques semaines, voir s'il y a des symptômes et s'il y a une infection bactérienne, eh bien, démarrer les antibiotiques. Donc, pour conclure, de manière générale, un grand nombre d'enfants ne sont pas diagnostiqués ni traités et un grand nombre d'enfants décèdent parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués. Mais on peut diagnostiquer la plupart des enfants sur la base des symptômes et des signes cliniques. Les radios peuvent jouer un rôle, ainsi que la microbiologie. Mais je pense que dans 5 ans, en fait, on aura encore beaucoup de choses nouvelles à notre disposition, des biomarqueurs plus efficaces, microbiologie également. On aura aussi une autre approche pour ce qui est des symptômes et de la radiologie. En tout cas, je vous remercie et je pense qu'un peu plus tard dans la session, je pourrai répondre aux questions.
Merci beaucoup, James, pour ce tour de force sur le diagnostic de la tuberculose chez les enfants. Nous avons quelques questions très intéressantes dans le chat. Nous répondrons pendant la séance de questions tout à l'heure dans le lounge. Il s'agit surtout d'interprétation, de clarification. Donc, merci beaucoup, James. Je propose maintenant que nous passions au terrain. Nous avons 3 exemples du terrain. Nous allons commencer par une étude sur le LAM ensuite, ce dont parlait James. Donc, nous allons commencer par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Monsieur le docteur Wesh va nous parler de la tuberculose extra-pulmonaire. Les leçons apprises. Merci de l'opportunité de parler de la tuberculose extra-pulmonaire dans la tuberculose. Et je travaille en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et la tuberculose est un grand problème dans notre pays. Peut-être pas autant que notre pays, mais nous avons une incidence plus élevée que dans notre pays. 26% du nombre total de tuberculose chez les enfants. Un pays de 8 à 9 millions de personnes, un seul hôpital qui se trouve dans la capitale du pays. Ici, donc l'hôpital général, nous avons environ 1000 enfants chaque année et nous admettons environ 500 enfants chaque année. La mortalité est environ 10%. Les co-infections VIH, environ 8%. Les enfants qui ont la tuberculose sont également malheureusement concernés par la malnutrition, environ 40% d'entre eux. Le diagnostic de la tuberculose chez les enfants est assez similaire ici à celui dans d'autres pays. On le fait au moyen des antécédents, examens, tests cutanés si possible. Nous avons les TST qui sont disponibles depuis ce nombre d'années, également les radiographies, examens de laboratoire. Les enfants qui ont une sensibilité présumée aux médicaments, bien, on essaye dans ce cas d'utiliser Expert. Et 1000 enfants ont été diagnostiqués chaque année pour la tuberculose. Entre 20 à 25% ont une confirmation grâce à GeneXpert. La tuberculose extrapulmonaire est fréquente chez les enfants et souvent les enfants présentent à la fois des caractéristiques pulmonaires et extrapulmonaires. La delta prévalence est difficile à envisager parce que s'il y a une participation pulmonaire, souvent c'est enregistré comme étant une tuberculose pulmonaire. Alors, souvent on a vu des cas de méningite tuberculose et aussi de TB spinal. Alors, premier cas, un enfant de 8 ans. Donc, cet enfant a 8 ans. Vous voyez ici, il est dans le fauteuil roulant. Il s'est rendu encore nombre 2 fois à la visite au cours des derniers mois, 3 semaines de fièvre et de toux, faible prise de poids. Et tout cela est documenté cliniquement. Alors, il se porte plutôt bien, mais il est fatigué. Sa mère a été diagnostiquée comme étant positive à la tuberculose pulmonaire. Il a également un petit frère plus âgé qui a 5 ans. On a détecté une FTB grâce à l'aspira gastrique. Alors, vous voyez ici, lors de l'examen, le poids est insuffisant, pas de ganglion, la fatigue. Alors, expansion pulmonaire inférieure, insuffisante, pardon. Alors, nous avons eu la chance de pouvoir faire une radio thoracique et on a refait une radio 3 mois plus tard et on voit donc un épanchement pleural sur la droite. L'enfant a donc été admis dans le service. On a fait le test VIH, le test TB et il ne toussait pas, on n'a pas pu faire de test de crachat, donc on a fait un aspira gastrique pour le GeneXpert, même si on n'aurait peut-être pas eu besoin de le faire. Les résultats étaient négatifs. Pas de culture ici possible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, le GeneXpert ne peut pas être utilisé pour exclure la TB chez les enfants. Et ça, c'est quelque chose d'important à dire. La qualité des échantillons est importante. Donc, l'idéal, ça aurait été de le faire un aspira le matin, un aspira gastrique le matin. Alors, le problème, c'est qu'il faut faire revenir les enfants le lendemain matin. Ils doivent prendre le bus très tôt le matin, attendre à l'extérieur de la clinique pour pouvoir réaliser cet aspira gastrique. Et
C'est la raison pour laquelle c'est difficile finalement d'utiliser GeneXpert. Dans ce cas, on a un enfant qui a un petit frère de 5 ans qui a déjà une tuberculose confirmée. Et donc là, ce qu'on a fait, eh bien, on a démarré le traitement, il se porte mieux. Maintenant, voici un gonflement du ganglion lymphatique. Donc, ce type de tuberculose est fréquent chez les enfants, surtout dans les régions subtropicales. Généralement, c'est peu doloreux, asymétrique, multiple, discrète, et ça persiste pendant plus d'un mois. Alors, on a également des problèmes au niveau des sinus, et souvent, ce sont les enfants âgés de 2 à 10 ans qui sont concernés. Donc, vous voyez que cet enfant, on est dans une région où il y a une forte prévalence de tuberculose, donc on a juste décidé de démarrer le traitement. Alors, donc dans ce cas, les ganglions lymphatiques cervicaux étaient là pendant 2 mois. La mère a été traitée pour tuberculose pulmonaire l'an dernier dans un environnement où la prévalence de tuberculose est élevée. Donc, ce qu'on a fait, c'est que cet enfant habite à 4 heures de distance de la capitale. Donc, c'est peu pratique, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps de revenir à la capitale. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On risque de perdre le patient si on n'établit pas le bon diagnostic. Donc, si on n'a pas de radio ou de GeneXpert, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, c'était assez évident que c'était une tuberculose et pas la peine de l'envoyer à la capitale. On peut essayer de traiter avec des antibiotiques. Cas suivant, c'est un mal de tête, une céphalée chez un enfant âgé de 10 ans. Donc, l'enfant qui a le t-shirt vert à 13 ans, il a l'air plutôt en bonne santé, mais il a quand même eu des fièvres pendant 10 jours, des céphalées, il est revenu à l'hôpital, donc pas de contact tuberculeux identifié. Lors de l'examen, il était assez inconscient, examen pupulaire, on avait un LVNM, nombre de ponctions ont été réalisées et les examens laboratoires étaient plutôt normaux. Donc, on a démarré le traitement, mais pas de changement au bout de 2-3 jours. Donc là, nous avons eu la chance de pouvoir faire un scan. Alors, souvent, c'est difficile de le faire dans un grand nombre d'endroits. Comme vous le voyez ici, on a une lésion sur l'hémisphère gauche. Donc, aspirat gastrique a été fait et on a détecté le MTB avec GeneXpert. Donc, stéroïdes à dose élevée. Donc, le diagnostic du système nerveux central est difficile. C'est difficile de distinguer la méningite tuberculeuse des autres types de méningite. Par exemple, ça pourrait être une méningite d'origine virale ou bactérienne ou autre. Les patients, souvent, lorsqu'ils arrivent, sont très malades et obtenir certains échantillons biologiques, ça peut être difficile. Aussi, un examen négatif ne peut pas totalement exclure la tuberculose du système nerveux central. Alors, souvent, lorsque nous sommes confrontés à ce genre d'enfants, dans les environnements à forte prévalence de tuberculose, eh bien, est-ce qu'il faut vraiment attendre longtemps avant de démarrer le traitement? Parce que finalement, on peut difficilement exclure cette maladie. Alors, c'est une décision clinique difficile, mais lorsque les enfants n'améliorent pas au bout de 48 à 72 heures sur les traitements bactériens classiques, eh bien, généralement, on démarre le traitement contre la méningite tuberculose. Et cela permet certainement de sauver un grand nombre de vies. Sur cette diapositive, on voit qu'on peut se rappeler que l'on peut faire un diagnostic de tuberculose avec confiance dans la majorité des enfants si on fait un examen clinique attentif. C'est difficile de confirmer le diagnostic de la tuberculose chez un grand nombre d'enfants, mais finalement, ce n'est pas si difficile de faire un diagnostic clinique chez un enfant. Merci beaucoup Henry Walsh. Je propose de passer à la deuxième présentation du terrain. Ça vient de Malakal, au Soudan du Sud. Beatrice Alonso coordonne ce programme et on va parler de l'utilisation des outils de diagnostic. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à la ville de Malakal. La ville de Malakal est la capitale de l'État du Nil Blanc qui se trouve au nord de mon pays, le Soudan du Sud. C'est une zone qui est une zone qui a été affectée par la guerre il y a un certain nombre d'années, environ en 2014. La population ici vit dans des conditions très dégradées, surpopulation, et il y a également un grand nombre de personnes qui viennent de zones éloignées
qui cherchent ici les services de MSF. Et donc, le nombre de personnes qui vivent dans ces régions est très élevé et on parle d'environ 33 000 personnes qui vivent ici. Cela signifie qu'il y a trop de personnes et c'est favorable pour la propagation de la tuberculose. On parle d'une maladie quand même très meurtrière. Le VIH et la tuberculose sont deux maladies fréquentes et très meurtrières dans notre pays pour toutes sortes de raisons. Alors, tout d'abord, on a peu d'accès aux médicaments antirétroviraux pour les personnes qui sont positives au VIH. Deuxièmement, il y a le problème des conditions de vie. Les gens vivent souvent dans des endroits où c'est surpeuplé. Et ensuite, même si nous travaillons avec des partenaires humanitaires, souvent, on n'a pas assez d'outils pour confirmer la tuberculose ou la VIH. Et qui plus est, la distance jusqu'au centre de santé est trop grande et c'est presque impossible pour les gens d'aller au centre de santé se faire soigner. Donc, il y a différents facteurs qui font que le VIH et la tuberculose sont des maladies fréquentes dans mon pays. Donc, toutes sortes de défis également concernant le diagnostic chez les enfants. Il est difficile de diagnostiquer la tuberculose. Lorsque les enfants arrivent, eh bien, souvent, la situation est pire encore parce qu'on n'a pas assez d'outils pour diagnostiquer ou confirmer la tuberculose chez les enfants. Mais dans ce cas, nous reposons sur notre jugement clinique, mais si le problème, c'est que souvent, lorsque les patients arrivent, ils ont déjà un stade avancé de tuberculose et sont aussi souvent en état de malnutrition et peut-être positifs au VIH. Donc, nous avons accès au Gene Expert, mais la sensibilité est trop faible. Dans ce cas, nous essayons de traiter le patient et ça fonctionne. Nous avons un nombre de cas où cela a bien fonctionné. Il y a également le cas des tuberculoses extrapulmonaires qui sont les cas les plus fréquents chez les enfants que nous constatons. Là, par exemple, on a des enfants qui ont aussi des méningites. Et donc, ce n'est pas facile de confirmer les cas. Il y a un nombre de défis encore à relever pour pouvoir diagnostiquer la tuberculose chez les enfants. Alors, moi, je travaille également à Malacca. Alors, pour ce qui est du diagnostic de la tuberculose, nous, ce que nous faisons, c'est que nous savons que c'est difficile de diagnostiquer la tuberculose chez les enfants. Donc, nous avons mis en place dans cette installation un centre opérationnel de recherche. Donc, on utilise le POCUS et également d'autres tests, des tests sur l'urine ou du crachat pour confirmer le diagnostic de TB dans cette région. Faire de la recherche dans ce contexte est difficile. Il y a beaucoup de défis, mais nous pensons que c'est faisable. Et c'est important pour la population. Mais le suivi des patients n'est pas simple et l'accès à l'Internet, évidemment, pour faire la revue et puis la préparation des échantillons pour les enfants et en particulier pour les selles et les échantillons respiratoires. On fait un lavage gastrique, des ponctions pour confirmer le diagnostic. On a une bonne acceptation parmi la population et pour l'avenir, on va voir ce qu'on peut faire et je vais passer la parole à un de mes collègues pour vous montrer
Merci beaucoup à ceux d'entre vous qui ont écouté. J'espère que notre présentation vous a intéressé. J'espère que vous avez apprécié la présentation et sur ces cas. Merci à notre équipe de Malakal. On va maintenant passer la parole à Maïduguri, l'intégration NUT et TB. Et c'est le docteur Chara qui nous présente ce qui se passe dans ce projet. Bonjour, je m'appelle Dr Chara et je travaille au projet FORI MSF à Maïduguri dans l'état de Borno, Nigeria. Début 2017, vu le niveau élevé de malnutrition chez les enfants déplacés de Maïduguri en raison de conflits armés, nous avons ouvert un programme nutrition. C'est un programme qui comporte un ITFC et un ATFC, des centres thérapeutiques à la fois hospitaliers et ambulatoires. On sait que la tuberculose, c'est une morbidité importante chez les enfants malnutris puisque la perte de poids, c'est une caractéristique de cette maladie qui peut provoquer une masse. Depuis le début de l'activité à FORI, ces enfants ont été dépistés et diagnostiqués pour la tuberculose avec l'algorithme MSF. La nécessité de prise en charge de la tuberculose avec soutien nutritionnel pour ces patients et avec l'intégration de la TB dans les activités de nutrition a démarré peu après le début du projet. Voilà comment nous avons procédé pour l'intégration des activités TB. On admet des enfants âgés de 1 mois à 10 ans avec MAS ou MAM dans le projet et on les stabilise d'abord dans l'ITFC ou on les prend en charge dans la TFC et on est le plus grand centre de nutrition à Maïduguri. On fait un dépistage de la TB avec des questions, les symptômes, l'historique des contacts. On fait une radio thoracique si on soupçonne la tuberculose. Une fois qu'on a le diagnostic, on va enrôler le patient dans le programme de prévention nationale du MOH et les médicaments nous sont envoyés pour ces patients. La majorité de ceux diagnostiqués dans l'ITFC ont été diagnostiqués via la recherche des contacts chez la fratrie ou dans la famille. Tous les patients sont ensuite envoyés dans la TFC où la prise en charge est poursuivie. Et pour les enfants de plus de 10 ans, on regarde aussi ce qui se passe pour les aidants. On a admis de plus en plus de patients et on s'est dit qu'il fallait collaborer avec l'État de Borno dans le cadre du traitement du programme de traitement national. Et le ministère de la Santé nous fournit des médicaments à la demande, mais également pour avoir des médicaments en priorité pour le projet, pour garantir notre stock. Ça nous permet d'organiser les activités. Ça permet aussi que les patients diagnostiqués puissent poursuivre leur traitement une fois qu'ils sont sortis. Sur cette base-là, le projet a commencé à organiser la prise en charge des patients TB. Et fin 2017, nous avions aussi fixé une journée dans la TFC pour faire le suivi de ces patients, pour leur donner leur paquet de médicaments et également une fiche de traitement similaire à celle du programme NTP. Voilà ce que nous avons fait à partir de 2018. À partir de 2018, 100% des enfants tuberculeux ont été testés pour le VIH. À partir de 2019, 100% des enfants avec tuberculose ont été enrôlés dans le programme NTP. Nous avons perdu de vue de 49% en 2018 et 5% en 2020. La co-infection se situe entre 3 et 11%. Alors, 2020, en dépit de la pandémie, nous avons quand même eu 77 patients dans le programme TB, la majorité des cas de tuberculose pulmonaire avec une mortalité de 16%, un taux de perte de vue de 2% et nous avons couvert 77% des patients avec une supplémentation à la pyridoxine.
Dans les premiers mois du projet, les cas de tuberculose ont souvent été perdus de vue ou n'ont pas été traités parce que le processus de diagnostic du ministère de la Santé était très, très lourd. Une fois qu'on a eu cette collaboration pour les médicaments avec le ministère de la Santé et qu'il a accepté l'algorithme de MSF pour le diagnostic avec les crachats ou le cliché thoracique, eh bien, on a eu quand même plus de facilité. Ça a amélioré le recrutement des patients et leur traitement. Et de notre côté, la collecte des données et le suivi n'étaient pas suffisamment bons, pas suffisamment fiables pour le suivi des patients. Nous avons amélioré les choses en 2018 et en 2019 et nous avons dédié vraiment des activités à ce suivi pour les patients tuberculeux dans la TFC et ça réduit les problèmes de suivi. Et en particulier, les patients qui ont démarré un traitement à Fori peuvent continuer leur traitement jusqu'à la fin, même s'ils sont sortis du programme NUT. Et les patients qui ne reçoivent plus d'aliments thérapeutiques continuent à recevoir du BP100. En 2018, en 2019, on a vraiment essayé d'améliorer la qualité de la prise en charge pour les patients avec tuberculose, avec un médecin dédié pour la TFC. Et on a davantage travaillé pour aussi améliorer la prise en charge des patients co-infectés. Grâce à ces modifications, le taux d'abandon a bien baissé en 2018 et en 2019. Notre plus grand succès maintenant, ça a été de dépasser ce problème des abandons pour améliorer la promotion de la santé en dépit de la pandémie de Covid-19. Depuis qu'on a démarré ce programme, la stigmatisation, c'est un problème pour beaucoup de patients. Beaucoup ne veulent pas suivre le traitement, sont perdus de vue et on a eu cette journée mondiale de la tuberculose qui nous a permis de réduire cette stigmatisation dans la société. Et en 2020, l'équipe de promotion sanitaire a été impliquée à partir du diagnostic dans ce suivi des patients et on a essayé d'améliorer le suivi de ces patients avec quelques activités. On a vraiment dit que c'était la priorité pour les équipes de promotion sanitaire. On a visité les familles à la maison, le transport est une barrière. Donc, on a assuré du transport pour les familles des patients tuberculeux. Ça s'est arrêté en 2021. Ça a été remplacé par des rations alimentaires, du riz, de l'huile pour la cuisine, etc. Et pour les patients qui sont dans des zones très reculées en raison des conflits armés, on travaille avec les ONG et les communautés locales pour faciliter justement le suivi. Et on soutient également les familles pour voir s'il y a des cas et on facilite les visites à Fori, on suit les résultats avec eux et c'est comme ça qu'on a amélioré la prise en charge des patients tuberculeux et qu'on a pu réduire le nombre de perdus de vue et même pendant la pandémie, cela a été encore le cas. Alors, tout n'est pas fait évidemment, hein. On a encore une mortalité qui est trop élevée et c'est pour cela qu'en 2020, on a consacré davantage en 2021, il y aura davantage de personnel qui se consacrera à ces procédures et ces protocoles tuberculose. On espère continuer à avoir davantage de ressources pour la collecte de données et l'analyse. On veut avoir une supplémentation à la pyridoxine à 100% et on espère commencer à avoir des traitements prophylactiques pour l'entourage, pour les familles des patients tuberculeux. Et on espère aussi avoir des tests et du GeneXpert. Merci pour ces présentations. On a beaucoup de questions, mais on va les garder pour la discussion. Je suis sûre qu'elles seront passionnantes. On a aussi des questions sur le POCUS. Donc, là, je voudrais le signaler. Il y a un stand virtuel POCUS, il y a aussi la télémédecine. Vous pouvez poser des questions, échanger. Et s'il y a des cas qui vous inquiètent sur le terrain, vous pouvez aussi vous tourner vers la télémédecine.
continuez à envoyer vos questions dans le chat. Évidemment, on les prendra en compte pendant la discussion et pour le Networking Lounge. Alors, on va maintenant normalement donner la parole à Birgit Schramm d'Epicentre sur le LAM, mais la connexion de Birgit n'est pas très bonne, donc on va plutôt passer la parole à Martina Casangli, qui est la directrice technique de projet Catalyzing TB Innovations Project, le CAP-TB, et je lui passe la parole sans plus attendre. Merci à tous. Merci pour cette invitation à participer à cet événement MSF. Ça fait plus de 12 ans que je travaille avec MSF et c'est ma famille encore en quelque sorte, pour toujours, je dirais. Je suis donc particulièrement contente de participer à cette journée. Alors, pour vous parler de ce projet CAP-TB, c'est un projet financé par l'UNITED. Il est en place dans 9 pays d'Afrique subsaharienne et en Inde. Et on a le Cameroun, la RDC, le Kenya, le Lesotho, la Malawi, Kenya, Ouganda, Zimbabwe. Diapositive suivante. Ce projet CAP-TB, il met l'accent sur les enfants de 0 à 14 ans. C'est vraiment la population cible du projet avec 2 objectifs principaux: améliorer la recherche de cas et améliorer l'accès au traitement préventif pour les enfants. Vous voyez ici dans cette frise en bas le calendrier de ce projet. La mise en œuvre programmatique a été faite en 2018 et en 2021. On est proche de la passation et on devrait avoir tout bouclé en septembre 2021. On a eu une extension de la part de l'UNITED, mais simplement pour terminer les 2 études randomisées qui sont incluses dans le projet. La recherche de cas, c'est ce que le projet a mis en œuvre dans les différents pays. Et je vais mettre l'accent surtout sur les pays africains dans ma présentation parce que c'est différent de ce qui se passe en Inde. Donc, dans ces 9 pays africains, voilà l'approche que nous avons mise en place pour améliorer la recherche de cas, c'est-à-dire l'enquête sur les contacts dans les foyers, soit au niveau des centres, soit au niveau communautaire, et j'en parlerai davantage après. On a également mis en place une démarche intensifiée de recherche de cas au niveau des centres, en mettant l'accent sur les différents points importants, l'OPD, la santé des mères et des enfants, la nutrition, etc. On a mis l'accent dans le projet pour le contexte au niveau des hôpitaux et de districts ou de sous-districts et les centres de soins primaires. On a mis en place un dépistage pédiatrique spécifique avec des questions standards qui sont administrées soit au niveau du triage par l'infirmière de triage ou par les agents de santé communautaires. Et ces enfants sont ensuite inclus soit pour être référés au clinicien ou à l'infirmier TB pour confirmer la présence de tuberculose et puis ensuite suivre tout le parcours diagnostique. La colonne vertébrale de ce projet, c'est d'avoir une formation pédiatrique en tuberculose très robuste avec l'accent sur le diagnostic clinique parce que il nous apparaît que cela, c'est vraiment le point faible le plus important. C'est ce qu'on a remarqué au début de la mise en place du projet. Les interventions de prévention ou TPT mettent l'accent sur 2 populations, les enfants avec VIH et les contacts. Et ça, je vais en parler encore plus. Les contacts, la population prioritaire pour le TPT, ce sont les enfants de 0 à 4 ans, car
en dépit des recommandations de l'OMS qui nous disent que la TPT doit être mise en place pour tous les contacts, quel que soit leur âge, nous voulions vraiment mettre l'accent sur une population très prioritaire à nos yeux, de 0 à 4 ans. Parce qu'il y avait très peu de couverture dans cette classe d'âge. La recherche de contact au niveau communautaire a été mise en place à chaque fois que possible pour les enfants avec VIH. Les enfants, là, la population est de 0 à 14 ans. Et les enfants de 0 à 4 ans, quel que soit leur statut VIH, pour démarrer la TPT, et chez les enfants symptomatiques, adressés au centre pour des parcours, pour des diagnostics. Nous avons aussi introduit l'utilisation du 3RH, car comme vous le savez, on a des formulations à dose fixe maintenant en pédiatrie, et on a la même formulation qui est utilisée pour la poursuite du traitement. Donc, c'est déjà disponible dans la plupart des pays, et ça a le gros avantage d'être sous forme dispersible, sous forme soluble, pardon. Donc, ça nous permet d'avoir des cures plus courtes, telles que recommandées par l'OMS. Alors là, je vais passer très rapidement. C'est simplement pour que vous ayez des références. Ces données couvrent la période entre décembre 2018 et décembre 2019. On va passer à la diapo suivante. À partir de la recherche des contacts et du TPT, voilà ici un exemple de ce qu'on peut faire pour les modèles de prise en charge. Dans chaque pays, on essaye d'identifier les modèles de prise en charge pérennes qui pourraient nous aider. Une fois que le projet va être terminé, à gauche, le tableau reprend les différents modèles de prise en charge qui ont été mis en œuvre. Dans certains pays, ça peut être des centres primaires, de soins primaires. Dans d'autres pays, on a à la fois du communautaire et des centres. Pour les modèles communautaires, dans certains pays, il a fallu collaborer avec la société civile qui nous a permis de bien mener les recherches sur les contacts, alors que dans d'autres pays, on a utilisé les ASC qui étaient déjà rattachés au centre. À chaque fois que vous voyez une petite encoche verte, ce sont des pays qui ont renforcé leur système qui était en place pour la recherche de cap parce que leurs ressources n'étaient pas suffisantes pour mener ces activités. Right, you have a bit of a summary of the, community-based. Ici à droite, les interventions qui ont été mises en place dans les différents pays. Vous constatez qu'il y a une grande variété quant à la couverture des enquêtes communautaires, mais dans l'ensemble des pays, 76% des enfants et des contacts ont pu être atteints par des interventions communautaires. Vous avez ici la cascade de traitements préventifs. Donc, entre décembre 2018 et décembre 2020, environ 31 000 enfants, contacts enfants de ces enfants ont été dépistés, avec en bleu les moins de 4 ans et en orange les 5-14 ans. Sur ces 3 000 ont été considérés éligibles et la grande majorité étaient les enfants de moins de 4 ans. Comme je l'ai dit, il s'agissait de la population ciblée pour l'éligibilité au traitement préventif et 91% ont pu suivre ce traitement. Donc, on a pu bien déployer ce traitement préventif. Quant aux résultats,
En décembre 2020, sur l'ensemble des enfants qui avaient eu un traitement préventif, environ 8800 ont atteint les objectifs de traitement. Et nous avons, pour ceux qui ont eu un traitement complètement réalisé, vous avez un taux de 91%. Donc, le taux de réalisation était et d'achèvement du traitement était très élevé. Mais au Cameroun, Kenya et RDC, Zimbabwe, le 3RH a été mis en place sur la base d'une étude pilote avec des taux de réalisation et d'achèvement qui étaient différents entre les 3RH et les 6NH. Comme vous pouvez le constater, l'achèvement de traitement avec le TPT 3RH est légèrement supérieur. Une comparaison pré et post sur ces 9 pays africains avec des variations dans la phase initiale et à la fin. Vous voyez qu'à la fin, on a amélioré l'identification des cas contacts pour la grande majorité des pays et dans l'ensemble. On a constaté une augmentation multipliée par 4 des démarrages des traitements préventifs par site. 72 sites ont été formés et dotés pour apporter cette prestation de services de soins de prévention pendant l'intervention. Conclusion. Le déploiement du traitement préventif de la tuberculose est possible et moins difficile que le diagnostic pédiatrique. Le nombre d'enfants était beaucoup plus élevé lorsque on était au TPT par opposition au diagnostic, parce que, comme on l'a déjà dit, le diagnostic est difficile à poser. Le plus difficile, c'était la planification et le déploiement des activités de recherche des contacts, parce qu'il fallait aller au niveau le plus détaillé dans les communautés, les familles. Donc, il fallait du personnel uniquement consacré à cette activité, avec une formation des agents de santé communautaires. Et puis, il fallait des outils et des moyens de gestion de supervision de ces ASC. Et puis, il fallait aussi prévoir des remboursements pour les coûts de transport et de nourriture. Ce sont des points importants à prendre en compte lorsqu'on monte de type de projet pour la recherche des contacts. Nous avons également constaté que ce registre des traitements préventifs et de la recherche de contacts peut être extrêmement utile pour avoir un suivi très précis et pour la supervision de ces contacts et pour la cascade de soins. Alors, la recherche des contacts est une intervention critique et cruciale pour la prise en charge de la tuberculose. Et si on avait le temps, je vous dirais que c'est à la fois une passerelle vers la détection des cas et le traitement préventif de la tuberculose. La partie la plus difficile, c'est d'atteindre les contacts de l'enfant. Donc, il faut bien programmer, bien planifier ces activités communautaires pour atteindre les enfants et ces contacts. Et le schéma thérapeutique court 3RH pour le traitement préventif est un outil acceptable et pratique pour un traitement préventif pour les enfants et les contacts, et les agents de santé communautaires ont pu très bien s'y adapter. Cela n'apparaît pas comme ça devrait apparaître. Ce que je voulais dire, qu'il y a davantage d'informations sur ce projet, sur la recherche des cas, avec Marilyn Bonnet, que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'elle a travaillé pendant très longtemps à Épicentre. Et cette étude
est menée au Cameroun et en Ouganda et elle porte sur les contacts et la mise en place des traitements préventifs. Le plus grand changement dans cette étude, c'est de voir quelle est la feasibilité d'application d'un traitement préventif de la tuberculose au niveau des familles, des ménages. Et puis une étude sur le dispositif de triage qui devrait avoir lieu cette année. Donc, on aura plus d'informations plus tard. Si j'ai un petit peu plus de temps, je peux peut-être vous présenter l'identification des cas. Ici, dans l'ensemble, sur le total de cas qui ont été identifiés par le biais du projet, 11% venaient des cas de contact qui ont fait l'objet d'une investigation où on avait intensifié la recherche des contacts. Donc, selon nous, c'est un composant très utile, très important. Et sur le tableau, vous voyez qu'il a fallu, vous voyez le calcul qui a été fait pour chaque pays. En synthèse, il faut en moyenne 40 cas. Et si vous voulez le faire par pays, c'est 76. Donc, c'est le nombre qu'il faut dépister. Enfin, quant à la contribution des différents points d'entrée qui ont participé, c'est l'investigation des cas et puis l'ambulatoire et l'hospitalisation qui sont les trois points d'entrée qui permettent l'identification des cas. Voilà, j'en arrive à la fin de mon exposé. J'aimerais remercier l'ensemble des ministères de la Santé des pays qui ont participé, ainsi que les personnels, toutes les équipes de recherche et tous ceux qui ont participé au niveau local. Et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Martina. Il y a une question sur la recherche de cas contacts dans les zones de conflit où MSF est présent. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Non, parce que nous n'étions pas dans des zones de conflit. Donc, nous n'avons pas mis en place notre programme de recherche sur ces zones-là. Au Kenya, nous l'avons fait dans une zone rurale auprès de populations nomades et la plupart des recherches des contacts s'étaient faits par les sites de santé, par les centres de santé, parce qu'il était très difficile pour les agents de santé communautaires d'atteindre l'ensemble des familles. Donc, dans ce cas, il a fallu beaucoup renforcer les moyens au niveau des centres de santé de façon à ce que les enfants reviennent sur place régulièrement parce que les agents de santé communautaire ne pouvaient pas les atteindre facilement. Merci beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas des situations de conflit, mais c'est vrai que les populations nomades ne sont pas toujours faciles à atteindre. Maintenant, nous allons écouter Birgit Schramm qui est de retour parmi nous et qui va nous parler de la valeur potentielle du LAM pour le diagnostic de la tuberculose des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. Et donc, Birgit Schramm est à Épicentre. Birgit, tu as la parole. Merci Alexandra. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir donné la possibilité de vous présenter les résultats de notre étude qui vise à explorer le test LAM pour le diagnostic de
tuberculose chez les enfants atteints de MAS, malnutrition aiguë sévère. Nous savons que la tuberculose est une comorbidité très importante et que la malnutrition augmente le risque de mortalité. Simultanément, les diagnostics de tuberculose pour les enfants sont très difficiles. On a besoin d'outils plus simples pour mieux intégrer également le diagnostic de la tuberculose dans les programmes portant sur la malnutrition aiguë sévère. Nous avons maintenant les tests LAM, qui détectent l'antigène de l'AMTB dans les échantillons d'urine, ce qui est plus facile à récupérer chez les enfants. Et à ce jour, ce test n'est recommandé que pour les populations séropositives au VIH et pour ceux qui, avec des résultats plus satisfaisants lorsqu'il y a une immunosuppression importante. Mais nous avons posé l'hypothèse que ce test pouvait éventuellement avoir une valeur pour le diagnostic de tuberculose parce que le dysfonctionnement immunitaire peut souvent être associé à la malnutrition. Nous avons utilisé le Determine qui nous permet d'avoir un résultat au bout de 25 minutes. C'est un résultat visuel. Et si le résultat est positif, vous avez une bande qui apparaît sur le côté patient avec 4 niveaux d'intensité de la positivité avec une carte de référence. Vous avez ici un exemple de la lecture. Il y a une petite erreur dans la légende, je suis désolée. D'après le fabricant, tout niveau de 1 à 4 est considéré comme positif. Donc, c'est soit positif, soit négatif, avec une gradation. Les objectifs de l'étude étaient d'évaluer la prévalence de la positivité LAM dans le contexte de diagnostic de la tuberculose chez les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. Et nous avons mené cette étude à Madawa au Niger, où nous avons un centre d'alimentation en hospitalisation avec une conception de l'étude transversale de janvier 2016 à août 2017 pour les enfants de moins de 5 ans qui présentaient au moins un signe ou symptôme de tuberculose, qui était le groupe principal d'intérêt. Le groupe 2, des enfants qui ne présentaient aucun signe ou de symptômes, sans antécédent de fièvre ou de pneumonie. C'était notre groupe témoin avec 2 bras, avec 100 enfants à des fins. Les cliniciens n'avaient pas accès aux résultats. Dans les 2 groupes, les enfants étaient essentiellement des nourrissons de moins de 48 mois, avec 2 enfants qui étaient séropositifs au VIH dans le groupe 1, ce qui est assez courant dans les sites à faible prévalence du VIH. Et dans le groupe 1, vous avez tous les signes et symptômes de tuberculose. 41% étaient des contacts et le diagnostic reposait essentiellement sur la clinique. En seuls 43 des enfants sur les 100 avaient pu avoir une radio, soit 55,8% des radios évocatrices de tuberculose. Et pour la confirmation d'une experte, nous avons utilisé un Aspira pour 2 cas qui ont été confirmés sur 7. Donc 22 enfants, soit 21,6%, ont reçu un traitement. Il convient également de mentionner la mortalité hospitalière est très élevée dans cet hôpital, 19,6%. Sur les 100 enfants du groupe témoin, aucun ne présentait de signes de tuberculose et aucun n'a été hospitalisé. Vous avez ici les résultats des tests LAM pour chaque groupe et en fait, à notre grande surprise, nous avions une force de proportion dans le groupe 1, 51,7%, mais également dans le groupe 2, 37%. Donc,
C'est une surprise, mais si l'on fait la distinction par niveau, c'était un niveau 1 élevé dans les deux groupes, 36% dans le groupe 2 et 37,2% dans le groupe 1, avec une prévalence de 14,7% de positivité supérieure au grade 1. Donc, nous avons considéré que les résultats LAM ne sont pas utiles dans notre population et représentent essentiellement des cas positifs en LAM 1. L'étape suivante a consisté à faire une sous-analyse des 22 enfants qui avaient été probablement identifiés comme des cas probables et le taux de détection négative sur l'enfant du groupe 2. Il est important, seuls les grades supérieurs à 1 étaient pris en compte et dans cette analyse, nous avons des données beaucoup plus encourageantes avec 1 sur 5, soit 22,7% de nos cas probables de tuberculose, alors que le taux de détection négative dans le groupe 2 est de 99%. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons conclure que ce test d'examen d'urine par LAM a potentiellement une utilité chez les enfants séronégatifs au VIH atteints de malnutrition aiguë sévère et que les grades 1 ne sont probablement pas utiles pour diagnostiquer la tuberculose. Dans cette population, les grades supérieurs à 1 pourraient identifier une proportion d'enfants atteints de malnutrition aiguë sévère et également de tuberculose et par conséquent de démarrer le traitement. La limite, évidemment, c'est l'absence de standards de référence systématiques. Nous pensons néanmoins que les résultats sont très encourageants et nous devons mener davantage d'études chez des enfants séronégatifs au VIH et nous pourrons peut-être, nous allons l'intégrer dans d'autres études pour la nouvelle génération de tests LAM qui vont être commercialisés. Je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à cette étude et je vous remercie de votre attention. Alors, nous sommes un petit peu en retard sur l'horaire. Nous allons néanmoins essayer de rester dans les temps et nous aurons la possibilité d'explorer les différentes possibilités sur la plateforme. Donc, nous arrivons maintenant à la discussion. C'est Cathy Hudson qui va animer cette discussion de panel. Elle est responsable du groupe TB. Cathy. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour. Merci à l'ensemble des conférenciers. C'était une session vraiment fantastique et je pense que nous avons tous pris bonne note de certains de ces messages. Voilà, pensez tuberculose, c'est ça le premier message. Et le diagnostic peut être fait également sur la base de paramètres cliniques. J'ai beaucoup aimé l'idée de James, à savoir montrer aux patients les différents courbes de la toux qui ne disparaît pas. Ça, je pense que ça peut être un très bon outil dans la pratique. Également, on a entendu dire que l'OMS allait revoir ses recommandations sur la tuberculose pédiatrique et ça, je pense également que cela va nous aider à discuter avec les différentes parties prenantes, les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, les ministères de la Santé, insister sur l'importance du diagnostic chez les enfants, surtout sur la base de paramètres cliniques. Nous avons également entendu parler de tuberculose extra-pulmonaire et de la recherche de contacts, entre autres. Donc, nous arrivons maintenant aux questions. Tout d'abord, une question qui s'adresse à James. Dans un grand nombre d'endroits où il y a MSF, nous n'avons pas accès à la radiographie, des laboratoires assez peu performants. Donc, quel serait votre conseil pour ces projets MSF? Alors, j'espère que dans ma présentation et dans ce que les autres personnes ont dit, vous avez pu comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de tous ces outils supplémentaires pour poser le diagnostic.
On a besoin de ces outils pour confirmer un diagnostic, mais peut-être pas nécessairement pour établir un diagnostic. Les bons antécédents, les signes cliniques, bien souvent, c'est suffisant et une réévaluation après un certain temps devrait nous permettre également de prendre des décisions concernant les enfants. Je pense qu'on peut poser un diagnostic sans utiliser un certain nombre de ces outils, mais il faut être honnête. Je pense qu'il faut vraiment tout de même bien reconnaître que ces tests ne sont pas parfaits, l'approche clinique n'est pas parfaite non plus. Et donc, nous devons décider ce qui est le pire finalement. Est-ce que le pire, c'est de rater un enfant atteint de tuberculose et ne pas lui administrer de traitement? Ou est-ce que c'est pire finalement de parfois diagnostiquer un enfant et de lui administrer un traitement alors qu'il n'est pas tuberculeux? Si on veut réduire le nombre d'enfants qui meurent de la tuberculose, eh bien, je pense pour ma part que nous devons peut-être être plus à l'aise avec l'idée de commencer un traitement chez des enfants qui peut-être n'ont pas la tuberculose. Et donc, nous devons accroître l'aspect sensibilité de notre approche. Voilà. Évidemment, ce serait formidable de ne traiter que les enfants qui ont la tuberculose et de ne jamais traiter les enfants qui ne l'ont pas. Voilà, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut accepter peut-être de changer un petit peu notre point de vue. Le traitement contre la tuberculose est très sûr. Comme vous l'avez dit, Cathy, dans la nouvelle recommandation de l'OMS, je pense qu'on aura les résultats de l'essai SHINE qui porte sur le fait qu'un traitement de 4 mois peut être suffisant et un traitement préventif pendant 4 mois, ce n'est pas tant que ça finalement. Donc, je pense qu'il faut vraiment que l'on aille vers cette approche. Bien, merci beaucoup, c'était très clair. Et je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que le traitement contre la tuberculose est généralement très bien toléré par les enfants. Alors peut-être qu'il y aura un peu de surtraitement, mais cela permettra certainement de réduire la mortalité si on arrive à traiter les enfants de façon précoce. Alors, merci James. Il y avait plusieurs questions, notamment sur l'accès à la microbiologie. Quel serait le meilleur échantillon? Et aussi, quelle est la proportion d'enfants qui, selon vous, auraient ces symptômes pulmonaires? Parce qu'on sait que les enfants plus jeunes, bien souvent, présentent habituellement des symptômes plutôt généraux. Alors, est-ce que ce serait peut-être l'absence de volonté de jouer ou le manque d'appétit? Donc, selon vous, quel serait le pourcentage d'enfants qui auraient des symptômes pulmonaires et quels seraient les échantillons qu'il vaudrait mieux recueillir? Oh, écoutez, plusieurs questions en une. Alors, je vais répondre tout d'abord au fait que je pense que la plupart des enfants ont une TB pulmonaire. Et donc, effectivement, il y a des cas de méningite ou d'autres TB extrapulmonaires. Mais pour ce qui est des symptômes, je pense que les enfants jeunes, surtout les plus jeunes, eh bien, n'ont pas de symptômes tels que la toux nécessairement. Alors, ils ne perdent pas du poids nécessairement de la même façon, pas forcément de léthargie, n'ont pas nécessairement de fièvre non plus. Donc, surtout pour les enfants âgés de moins de 1 an, je pense que nous devons véritablement soupçonner la tuberculose, même s'il y a très peu de symptômes. Donc, les parents s'inquiètent un peu, le personnel médical s'inquiète. Alors, ils ne prennent peut-être pas autant de poids que ce qu'il faudrait, ils ne mangent peut-être pas aussi bien que ce qu'il faudrait. Donc, effectivement, je comprends que c'est assez difficile chez les enfants jeunes. Et aussi, parfois, les enfants séropositifs au VIH ont peut-être moins de symptômes typiques de la TB. Maintenant, pour ce qui est des échantillons, je ne pense pas que ce soit vraiment si important que cela, finalement. Souvent, les gens font des études pour prouver que leur façon de voir les choses est la meilleure. L'aspira gastrique est un très bon échantillon, mais il faut le faire très tôt le matin. Et ça peut être difficile lorsqu'on fait ça en ambulatoire. Donc, si on peut placer une sonde nasogastrique la veille au soir et faire l'opération le matin, 4 heures du matin, avant que l'enfant commence à pleurer, qu'on peut aspirer tout le contenu de l'estomac, ben là, on peut avoir un très bon résultat, mais ce n'est pas nécessairement réalisable sur le terrain. Si l'enfant arrive à 10 heures du matin et il est debout depuis 4 ou 5 heures, finalement, il est possible que tout ce qu'il y avait dans l'estomac soit déjà parti. Donc, dans ce cas, peut-être que le crachat, ça serait un très bon échantillon. Alors, je pense que provoquer la toux, c'est peut-être une bonne chose à faire. Alors, bon, il faut avoir le bon équipement, un nébulisateur, un inhalateur.
mais peut-être qu'en ambulatoire, c'est une façon appropriée d'obtenir des bons crachats. Bon, finalement, je crois que ce qu'il faut, c'est trouver la méthode qui fonctionne pour vous dans votre environnement et soyez bon, en fait. Perfectionnez votre technique pour recueillir ces échantillons. Parce que on peut, vous savez, dans certains cas, on pourrait décider de déclencher l'atout, faire l'aspira gastrique, les renvoyer chez eux. Chez d'autres, on devra attendre quelques heures. Enfin, je pense que vraiment, ça dépend finalement de la situation et puis se concentrer sur l'échantillon et l'utiliser. Écoutez, merci beaucoup pour ce très bon conseil. Alors, nous allons voir si nous pouvons entendre Henry de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui nous a parlé des cas de TB extra-pulmonaire. Alors, je sais que vous voyez un grand nombre de cas dans votre pays. Alors, je sais que parfois, c'est difficile de convaincre les gens de recevoir un traitement ou de traiter, même sur la base d'un diagnostic clinique. Il y a également des questions concernant la méningite tuberculeuse et son traitement. Henry. Oui, écoutez, alors pour ce qui est de la méningite, ça peut être très compliqué parce qu'il y a différentes causes à la méningite. Ça peut être une bactérie virale. Si on a un enfant, par exemple, qui a des symptômes depuis 2 jours, il y a plus de chances que ce soit une méningite bactérienne. L'exemple que je vous ai donné, c'était un enfant qui présentait les symptômes depuis une dizaine de jours, donc on est plus à la limite. Ce qui se passe en pratique, c'est que si l'état d'un enfant ne s'améliore pas au bout de 2 ou 3 jours de traitement, eh bien, ce que l'on fait, c'est qu'on démarre le traitement contre la tuberculose. Dans mon exemple, il n'y avait pas d'antécédent de contact avec des personnes positives à la tuberculose. Alors, le problème, c'était la résistance à l'aspira gastrique. Alors, souvent, si la thérapie antibactérienne ne permet pas d'améliorer la situation, eh bien, on administre le traitement contre la tuberculose. Et voilà, le problème, c'est effectivement de bien choisir le traitement. Alors, les stéroïdes, au moins 2 mg par kilo. Parfois, les gens prennent une autre dose, mais les recommandations officielles sont entre 2 et 4 mg par kilo. Ce que l'on devrait avoir à l'esprit, c'est l'utilisation de la perfusion. Et on a également d'autres médicaments qui sont utilisés en Afrique du Sud. Et je sais qu'il faut coordonner bien souvent avec le ministère de la Santé lorsque l'on veut mettre en place un autre traitement. Et on n'est pas forcément d'accord avec les recommandations officielles. Merci beaucoup. Alors, Kimi, peut-être pour ajouter à ce qu'Henry a dit concernant les discussions avec les partenaires, afin de démarrer un traitement chez les enfants, donc les discussions avec les autorités. Je sais que MSF travaille beaucoup sur le terrain, discute avec les ministères de la Santé, avec les programmes nationaux, afin d'essayer de pouvoir démarrer les traitements chez les enfants plus tôt, avant même la confirmation bactérienne. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un peu de votre expérience? Oui, merci beaucoup pour ces présentations fort intéressantes. Alors, c'est un défi dans un grand nombre d'endroits, surtout lorsque l'on met en place de nouveaux projets, mais ça peut être un obstacle, mais aussi une opportunité de collaborer efficacement. Moi, j'ai vu ça dans plusieurs endroits, par exemple au Congo, ou en Sierra Leone, au Nigeria et en Soudan du Sud. Le ministère de la Santé, eh bien, tout d'abord, a essayé de comprendre ce que nous faisions, de quelle façon nous établissions le diagnostic de la tuberculose. Et lorsque l'on regarde les 2 méthodes et surtout l'algorithme diagnostic, on voit que finalement, notre méthode n'est pas si différente de la leur. En fait, ce qu'ils voulaient juste vérifier, c'était que nous avions le bon processus avant de démarrer le traitement. Dans certains cas, il s'agit de remplir un questionnaire. Par exemple, au Congo, on a un questionnaire de score à remplir afin de savoir qu'ils aient ce document supplémentaire pour pouvoir établir le diagnostic. En Soudan du Sud, ils nous demandent une radio. Peu importe finalement à quoi ressemble la radio, mais ils veulent la radio. Et tant qu'on fait la radio et qu'on dit que l'enfant a la tuberculose, eh bien dans ce cas, l'enfant est inscrit dans le programme de lutte contre la tuberculose. Parfois, on nous demande de leur présenter tous les cas. Finalement, dans chaque endroit, le processus sera différent. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, c'est parce qu'ils ont des méthodes très
techniques, par exemple GeneXpert, ça, mais donc ils connaissent l'an, mais ils ne comprennent pas nécessairement de quelle façon nous établissons nos diagnostics. Alors, souvent, il y a des points communs tout de même, et donc on peut parfois négocier et décider de ce qui est vraiment indispensable et les choses que l'on peut faire chaque fois pour chaque patient afin qu'ils acceptent de les inscrire au programme contre la tuberculose. Et la plupart du temps, ça fonctionne. Bien, merci beaucoup, Kémy. C'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes. Et j'encourage les gens à en discuter dans le lounge, parler de la façon dont ils ont réussi peut-être à faire les choses, à faire avancer les choses. Et peut-être que l'on pourrait également entendre Dr. Shara du Nigeria nous parler un peu de la question communautaire. Comment ils ont réussi à réduire le nombre d'enfants perdus de vue. Donc, comment est-ce qu'ils ont réussi parce que, en fait, ça demande beaucoup de ressources, tout cela. Donc, Monsieur Shara, Dr. Shara, est-ce que vous pouvez nous donner une meilleure idée des ressources nécessaires pour réduire le nombre de patients perdus de vue dans vos programmes? Hello, everyone. Bonjour, bonjour à tous. Donc, c'était intéressant parce que nous travaillons dans un environnement qui est essentiellement un environnement d'urgence, une zone de guerre. Et la plupart des patients que nous voyons sont des gens qui viennent de l'extérieur de la ville. Et donc, souvent, ils sont soit au sein de leur famille, enfin, ils ne sont pas hébergés chez eux directement. Donc, il y a toutes sortes de défis. Parfois, même le transport est trop onéreux pour aller récupérer les médicaments toutes les 2 semaines, par exemple. Donc, par exemple, nous avons pu leur fournir l'argent pour payer le transport et se rendre au centre. Et ça, parfois, ça permettait vraiment d'améliorer la situation. Ou alors, on les appelait la veille d'un rendez-vous, afin de s'assurer qu'ils n'avaient pas oublié le rendez-vous et qu'ils viendraient. Alors, cette année, il y a l'argent pour les transports, mais aussi une possibilité d'avoir un meilleur accès aux rations alimentaires. Parce que la recherche d'aliments, ça prend beaucoup de temps. Et parfois, les gens s'éloignent et ne viennent pas au centre. Donc, les rations alimentaires, le fait de pouvoir leur en procurer plus facilement, ça aussi, c'est quelque chose qui les aide à adhérer mieux au traitement. Donc, l'an dernier, nous avons eu un suivi bien plus élevé que les années précédentes, grâce à la mise en place de ces différentes mesures. Donc, ce n'est pas tellement que les gens n'ont pas envie de venir, c'est plutôt qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de le faire, pas les ressources nécessaires. Donc, ça peut être une aide pour le transport ou une aide alimentaire. Dans ce cas, on peut certainement mieux travailler avec les patients. Merci. Merci beaucoup. Oui, je pense effectivement que c'est d'autant plus important, cette période de COVID, de pouvoir également mettre en place toutes ces choses sur le plan communautaire, mais cela demande des ressources, effectivement. Merci. Alors, je crois que nous n'avons pas beaucoup parlé d'un groupe spécifique, à savoir les adolescents. Et dans la présentation de James, il a montré qu'au cours de l'adolescence, le taux de tuberculose augmente, donc il y a l'école primaire où les enfants sont moins affectés que lorsqu'ils sont plus jeunes, et puis ça remonte à l'adolescence. Alors je sais que chez MSF, nous faisons un certain nombre de choses pour les adolescents dans le domaine du VIH. Alors Laura, est-ce que vous voudriez peut-être parler un petit peu de ce que l'on pourrait faire au niveau de l'adolescence et peut-être envisager de faire des choses similaires pour la tuberculose? Merci Cathy. Félicitations à tous. Alors, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre des différents modèles de traitement que l'on a mis en place au sein de MSF. Par exemple, la mise en place de moments spécifiques, d'heures spécifiques ou des groupes avec des pairs ou des clubs pour les adolescents. Il y a également des projets qui sont sur Internet. Donc, il y a des groupes WhatsApp qui sont mis en place. Donc, il y a toutes sortes de choses que l'on peut faire dans le traitement de la tuberculose, des choses que l'on fait déjà pour le VIH. Et je pense qu'effectivement, on devrait pouvoir envisager de mettre ce genre de choses en place. Très bien, merci beaucoup. Alors, revenons un petit peu à ces questions de diagnostic, parce que je crois que cette session portait vraiment
énormément sur ce que nous pouvions faire pour améliorer le diagnostic. Et je crois que vous avez déjà mentionné les formations cliniques, donc pensée TB, et je pense qu'on peut diagnostiquer beaucoup d'enfants de cette façon pour démarrer le traitement. Mais chez MSF, on peut certainement également améliorer ce qui est disponible, et la radio du thorax est certainement un outil très utile, et peut-être plus encore d'ailleurs que les outils microbiologiques. Donc la radio, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, ne pas l'oublier. Et il y a toutes sortes de services de télémédecine qui peuvent vous aider à interpréter les radios. On a également des groupes de travail qui peuvent vous aider dans ce domaine. Également, une question de la part du secteur concernant CAD, donc le diagnostic assisté par ordinateur de la tuberculose qui fait appel à l'intelligence artificielle, aux différents programmes informatiques pour vous aider à lire les radios. Donc, on va les explorer chez MSF dans certains projets. Chez les enfants, alors, on l'utilise pour les enfants âgés de plus de 5 ans, d'après la recommandation de l'OMS. On manque un peu de données pour les enfants plus jeunes parce que les algorithmes nécessitent d'utiliser 10 000 radios. Donc, je crois qu'en fait, on n'avait pas assez de radios encore pour pouvoir mettre en place ces programmes pour les enfants de moins de 5 ans, mais pour les enfants de plus de 5 ans, c'est possible. Donc, en tout cas, la télémédecine peut vous aider à les lire et ça, c'est certainement quelque chose que l'on peut mettre en place chez MSF. Il y avait également un autre outil qui s'appelle POCUS. Et comme cela a été dit, il y a un stand que vous pouvez aller voir pendant cette conférence, mais Laura, peut-être que vous voudriez nous parler un petit peu plus de votre expérience avec POCUS, nous dire en quoi cela consiste et de quelle façon cela peut être utile. Alors, merci beaucoup, merci à nouveau. Alors, POCUS, donc l'échographie au point d'intervention, n'a pas encore été validée pour le diagnostic de l'ATB chez les enfants. Mais il y a une pédologie qui a été bien utilisée chez les adultes, s'appelle PHAGE, et c'est la raison pour laquelle nous utilisons la recherche opérationnelle. Alors, à Maracal, par exemple, vous en avez entendu parler tout à l'heure pendant la présentation. Et ce que nous essayons de voir, c'est si ces technologies sont également utiles pour diagnostiquer l'ATB chez les enfants. Nous n'avons pas suffisamment de données pour l'instant pour pouvoir affirmer que c'est vraiment utile. Donc voilà, il faut encore prendre quelques précautions, mais je pense que cela pourra jouer un rôle. Mais pour l'instant, eh bien, nous l'utilisons, nous sommes encore en train de faire des essais. Donc si dans votre projet, vous pouvez utiliser FASH, si vous avez reçu la formation nécessaire, eh bien, vous pouvez poster des images, par exemple, des conseils. Mais dans tous les cas, pour revenir au message principal ici, le diagnostic, surtout, doit être clinique, que vous ayez POCUS ou non. Si vous pensez que l'enfant a la tuberculose, eh bien, allez-y et traitez-le. Merci. Merci, Laura. Et j'en reviens maintenant au traitement et à la prévention. Pardon. Martina nous a parlé du CAP-TB et je crois que ça permet de tirer pas mal d'enseignements. Penser à la tuberculose dans les OPD, les IPD, oui, bien sûr, ça permet de dépister des cas, mais aussi de suivre les contacts, rechercher les contacts dans les cas, dans la famille, l'entourage, la fratrie des enfants, s'ils ont eu contact avec quelqu'un dans la famille qui a la tuberculose. Alors, vous nous avez parlé de l'isoniazide et vous nous avez dit que ça peut être aussi utilisé pour la prévention, que c'est pas cher, que c'est bien toléré. Vous nous avez dit qu'il y avait aussi besoin de beaucoup plus de ressources pour étoffer le programme et sa mise en place. Mais si vous aviez un conseil, une recommandation pour MSF, puisque vous connaissez MSF si bien. Eh bien, la partie TPT, prévention, est à mon avis digne d'intérêt pour MSF.
surtout pour les enfants de moins de 5 ans. Comme c'est difficile de diagnostiquer, c'est vrai qu'il est logique de mettre l'accent sur la prévention. Car même si on a le tableau clinique et qu'on peut le repérer chez les enfants, c'est quand même un défi, ce diagnostic. C'est pourquoi je pense, et ça sur la base de mon expérience avec CapTB, je pense que ça n'a pas été assez mis en avant, cette prévention. Et c'est vraiment seulement maintenant qu'on commence à s'y intéresser davantage à la prévention. Et pour nous, il a été assez étonnant de voir combien d'enfants on arrive à identifier avec la recherche des contacts. Donc, je crois que ça, c'est important. D'abord, mettre en place un traitement de prévention chez l'enfant et aussi rechercher les cas de manière très précoce, parce que sinon on rate des cas. Et les enfants, évidemment, une fois qu'on les voit au centre, ils ont peut-être une maladie qui a beaucoup plus évolué, qui est beaucoup plus sévère, et on va avoir une augmentation évidemment de la mortalité à la clé. Donc, dans des contextes comme ceux d'MSF, sur la base de cette expérience avec les programmes nationaux où il a fallu mettre l'accent sur la pérennité des actions, j'ai trouvé que c'était faisable. Et connaissant bien MSF, je dirais que c'est encore plus faisable dans les contextes MSF. Mais il faut leur donner les priorités. Il faut aussi avoir une bonne planification pour savoir comment, quels ASC, agents de santé communautaire, seront nécessaires pour atteindre les communautés, quel sera le point focal. Il y a vraiment une activité de coordination essentielle qui doit être assurée par l'unité TB. C'est eux qui ont les listings de contacts et qui recueillent toutes les données qui sont tout à fait pivots. Merci Martina, c'était vraiment très clair. Nous arrivons à la fin de cette discussion de table ronde, mais je voulais revenir sur l'essentiel, à savoir votre confiance dans vos compétences de diagnostic clinique. Si vous voyez un tableau clinique qui est évocateur, c'est pas on n'est pas dans une étude clinique. Hein. Si vous avez posé le diagnostic, et même si ce n'est pas confirmé par la microbiologie, mais vous êtes sûr que c'est de la tuberculose, ne soyez pas inquiets. Si vous traitez des enfants qui n'ont pas la tuberculose, les traitements sont bien tolérés, on utilise des doses fixes et ça ne va pas poser de problème en termes de résistance ou pour la santé de l'enfant, mais vous allez sauver beaucoup de vies si vous traitez précocement la tuberculose. Et on ne veut pas attendre que ces enfants arrivent trop tard ou alors n'arrivent plus du tout, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent avant même d'avoir été diagnostiqués. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à vos capacités diagnostiques et traitez la tuberculose. Il y a eu quelques questions techniques sur le test LAM. Il y a un très bon module dans les guidelines de l'OMS, le numéro 3, et ça reprend toutes les informations, à savoir quel est le rendement en fonction des échantillons ou la performance en fonction des types d'échantillons. Et on va le mettre dans le centre de ressources. Et évidemment, on va aussi échanger avec vous dans le lounge. Et je repasse la parole à Alexandra. Merci à tous pour vos contributions, vos questions dans le chat. Merci aux orateurs et pour tous ceux qui ont travaillé en coulisses pour que ce soit possible. La tuberculose existe depuis l'Antiquité égyptienne. Alors, on ne va pas tout résoudre en une session, mais je crois qu'on a quand même un peu avancé. On a appris des nouvelles techniques, par exemple le graphique de la toux, les recommandations de l'OMS.
Et on nous a dit aussi que le traitement est bien toléré chez l'enfant par rapport aux adultes. Donc, le message clé sont que les enfants sont particulièrement exposés et peuvent présenter plus souvent des complications s'ils ont moins de 5 ans. Le tableau clinique est parfois différent de celui de l'adulte avec des tuberculoses extra-pulmonaires et comme Cathy et James l'ont dit, il faut penser à la tuberculose. Si on n'y pense pas, on ne va pas pouvoir la diagnostiquer. Et puis, évidemment, avoir une approche basée sur le bon sens pour le diagnostic. Et enfin, rechercher les contacts et mettre en place les nouveaux traitements qui sont recommandés. Et les documents qui ont été mentionnés par Cathy ne sont pas encore tous chargés dans le centre de ressources, mais ils le seront dans très peu de temps. Et je vous invite tous à la Networking Lounge